Ok, bonjour. Alors, avant que je n'oublie, je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui nous avaient aidés pour le projet. Donc, je ne vais pas les citer, mais enfin les différents intervenants. Donc, merci beaucoup pour l'aide apportée. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter en fait un cours de photographie en ligne qui sera destiné donc à des élèves du collectif des femmes. Je vais vous présenter rapidement ce qu'est le collectif des femmes et alors vous expliquer un petit peu quel est mon travail. Et puis, je vous présenterai la jeunesse du projet. Et on terminera alors par une petite visite dans Moodle pour vous montrer quelques exercices. Ça va? Donc, en fait, le collectif des femmes, c'est une association qui accueille des femmes. Je vais vous mettre le site internet si jamais. Voilà. Vous irez revoir. Donc, c'est une association qui accueille des femmes qui sont pour beaucoup en difficulté et qui se trouvent à Louvain-la-Neuve. Alors, la principale fonction en fait, des personnes qui y travaillent, c'est donc de l'écoute, notamment pour des personnes victimes, par exemple, de violences, mais c'est aussi de proposer, dans un second temps, des cours qui sont parfois des cours récréatifs, du type cours de couture, par exemple, qui permettent, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, c'est des cours de couture, par exemple, ou de cuisine, parce que ce sont des femmes qui viennent de pays du Sud et que c'est ces cours-là qui vont les faire venir en premier lieu vers le collectif, avant peut-être des cours d'informatique. Et donc l'objectif de ces cours qui sont un petit peu récréatifs, c'est de faire se rencontrer des femmes qui vivent dans les quartiers un petit peu en périphérie de Louvain-la-Neuve, dans des cités, et qui ne sont pas nécessairement des personnes qui sortent facilement de chez elles. Donc l'idée, c'est d'aller les rencontrer dans les quartiers, d'essayer de les faire venir au collectif pour leur proposer des activités. Voilà. Alors on a énormément de nationalités fort différentes, et donc c'est parfois une négociation, mais une fois qu'elles sont chez nous, alors on peut leur proposer par la suite des cours qui sont plus à vocation d'insertion socio-professionnelle. Et donc là, on a entre autres des cours d'informatique, mais on a tout un panel de cours que vous irez voir sur le site. Vous voyez ici, on est reconnu comme OISP, comme organisme d'éducation permanente. On fait des formations artistiques, par exemple, aussi. Et donc, voilà, toute une série de possibilités. Alors moi, mon travail, donc mon prénom c'est Adrien, mon travail c'est, je coordonne en fait les projets informatiques. Donc, notamment, il y a une filière de cours en informatique donc dans le cadre des OISP. On fait aussi du PMTIC, on est aussi reconnu comme espace public numérique, par exemple. On participe au projet WebEthic, etc. Donc voilà, donc moi j'organise les cours, je suis les élèves, je participe à la création des outils, et c'est dans ce cadre-là que j'étais intéressé de participer à Formadis. Et donc je vous explique maintenant un petit peu peut-être le projet de départ, qui est, en fait, quand j'ai commencé à travailler au collectif il y a, je dirais, 8 ans maintenant, je me suis rendu compte que finalement, beaucoup des cours qu'on avait étaient encore sur support papier et j'avais envie de pouvoir diversifier les ressources et notamment d'utiliser bien sûr les outils informatiques. Et donc on a travaillé, je dirais, les premières années avec des clés USB et puis assez rapidement, déjà depuis, je dirais, 4 ans, on est passé sur des contenus qui sont en ligne avec des outils très simples. Et donc, des outils de type SkyDrive, pour ceux qui connaissent, de Microsoft, Jimdo aussi, des outils qui sont en quelques clics de souris, je veux dire, très manipulables, parce qu'on n'a pas toujours beaucoup le temps de réinventer la roue, et donc il nous fallait des choses très efficaces. Alors quand j'ai entendu parler de Formadis, je me suis dit, mais tiens, je vais un peu voir ce qui est possible de faire en plus, ce qui existe par ailleurs. Et donc, on s'est inscrit dans l'idée, en fait, de voir s'il était possible, un peu comme on en parlait ce matin, de mutualiser les ressources déjà en interne, en fait, entre les différents formateurs. Parfois, on avait des difficultés à rassembler, ou parfois des gens qui avaient du mal à donner pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, je ne sais plus par qui. Voilà, si je mets mes cours en ligne, est-ce qu'on ne va pas me remplacer plus facilement, etc. Donc l'idée, c'était de travailler à ça en équipe et de proposer alors sur une espèce de plateforme toute une série de cours, mais aussi éventuellement d'aider dans une deuxième étape même les personnes administratives à déposer des documents qu'on pourrait aller chercher pour nos stagiaires, donc des documents forum, etc. Ça, c'est le départ. Alors, mes 3 grandes questions étaient, au départ, si je prends le cas de cette année-ci, on a 14 personnes dans la classe avec laquelle je travaille ce cours, et on a 13 nationalités différentes. Et donc, c'est comment trouver en fait des outils et des ressources qui vont parler, je dirais, à autant de nationalités, qui vont parler à une Nigérienne, une Japonaise, on a une Équatorienne, voilà. Donc, il fallait trouver vraiment quelque chose de parlant. La deuxième question, c'est qu'il faut que ce soit percutant. Et donc, en m'inscrivant ici, mon idée, c'était aussi, il faut que je trouve des outils qui vont vite. Il y a une question de temps pour nous dans les préparations, mais il faut que ce soit percutant pour les élèves.
Pourquoi? Parce que ce sont des élèves qui ont en fait des problèmes, je dirais, psychosociaux, on va dire ça comme ça, donc des problèmes d'assuétude, des problèmes de violence, j'ai dit des problèmes très basiques de logement. Voilà, tu parlais tout à l'heure des gens qui arrivaient, on retrouve un peu le même genre de public, qui sont parfois une étape plus loin parce qu'ils ont des papiers, mais ils sont seulement en train de s'installer en Europe. Et donc il fallait quelque chose d'assez percutant. Et alors, dernière chose, je dirais que les cours, chez nous, se font parfois de manière un peu créative en fonction du public. Un groupe n'est pas l'autre. Et donc, la difficulté en rentrant dans ce projet, c'était aussi de se dire, tiens, est-ce que ça va être pertinent de venir maintenant préparer des cours qui vont être donnés dans 6 mois? Parce que quand je vais être face au public, probablement qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais préparées que je ne pourrais pas faire, ou à l'inverse, il y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé et que je vais devoir intégrer à l'intérieur de mon cours. Voilà. Ça va, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Alors, rapidement, une description. Donc, j'ai repris certains des éléments dont on a parlé pendant les workshops, etc. Donc, ce que nous, on veut faire, en fait, c'est présenter les notions de base de la photographie et de la retouche d'image, en fait. Et donc, c'est un cours qui va... donc, l'objectif du cours de photo, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que les personnes soient capables de faire une retouche. On a comme idée au départ, mais elle est assez abstraite pour l'instant, de se dire on va être 66% en présentiel. Voilà, j'ai mis, c'est un peu un essai. L'idée, ce serait d'être moitié-moitié et d'arriver à un moment donné à ce que les gens puissent travailler 50% du temps chez eux. Mais je pense que ça ne va pas être faisable au départ parce que les personnes n'ont pas énormément de compétences techniques et que donc on va avoir un temps, je dirais, d'appropriation des outils. C'est un cours qui fait 30 heures. Alors, pour vous situer ce cours de retouche numérique à l'intérieur du collectif des femmes, en fait, c'est dans une filière d'insertion socio-professionnelle et c'est un cours qui dure 10 mois. Alors, ça s'articule en fait à l'intérieur d'autres modules. Les personnes que je vais avoir, donc c'est en janvier, les personnes que je vais avoir pour ce cours auront déjà fait une initiation à l'informatique, donc Windows, Word, Excel, et vont arriver dans le début du cours du module de design en commençant par de la retouche photo et vont aller après vers de la création Internet, etc. Donc ils ne seront plus tout à fait débutants, mais ce sont des personnes qui auront commencé seulement, je dirais, 3 mois et demi avant. Alors, vous expliquez quand même en 2 mots à qui on s'adresse et ce qu'on veut faire. Donc, en fait, on a des demandeurs d'emploi, dans ce cours-ci en tout cas. Et l'objectif, ce qu'on veut faire avec eux, c'est vraiment d'expliquer le vocabulaire de base et de donner des techniques pour réussir une photo et retoucher une photo. Donc, il faut vraiment qu'ils arrivent à faire des logos et il faut qu'ils arrivent à corriger des images pour les utiliser au quotidien, dans des CV ou autres. J'ai chaque fois pris des petites photos qu'on utilise au cours pour vous faire un petit peu, pour vous montrer ce qu'on fait à gauche et à droite. Oui, non, c'est impressionnant parfois. Voilà. Il y en a que je vois que ça fait envie à certains, peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est... Voilà, c'est impressionnant. Donc, quand on a commencé le projet, non, c'est la même personne. Donc, quand on a commencé le projet, en fait, au départ, on a réfléchi à se dire, tiens, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, il y a eu une phase peut-être un peu de conceptualisation. Heureusement, j'avais déjà des ressources en interne, mais de scénarisation, de se dire, tiens, vers quoi on va aller, comment on va le faire. Donc, j'ai finalement pas mal utilisé, je dirais, un crayon et un papier au départ pour faire des plans, pour faire des cartes. Et puis après seulement, on est venu dans une deuxième partie avec les différents intervenants à de la réalisation pratique d'exercices. Je vous en montrerai tout à l'heure un ou deux. Va commencer maintenant, bon, c'est pas tout à fait fini, mais enfin, on a quand même bien avancé, va commencer maintenant la partie dont on parlait tout à l'heure, qui est une partie peut-être de médiatisation en interne, mais aussi en externe, via, j'espère, voilà, des plateformes ou des lieux d'échange. Donc, de parler de ce qui s'est fait et d'essayer effectivement que d'autres personnes puissent se servir de ces cours et qu'à l'inverse, on puisse, nous, aller chercher des contenus par ailleurs. Et alors, la phase de test, pour ce cours-ci, elle va commencer, donc, comme je le disais, en janvier. Alors, ce qui nous a guidés dans notre réflexion, c'était d'avoir bien sûr des objectifs, puisqu'il y a des évaluations et que donc on va toujours essayer bien sûr de faire coïncider les deux, donc toujours savoir vers quoi on va. Réfléchir aux méthodes d'apprentissage, j'en dirai un mot après. Et alors les outils techniques qui ont été présentés par les différentes personnes. Bon, moi j'ai pas pu tout essayer, mais j'ai retenu en tout cas, outre l'intégration de textes et de photos à l'intérieur de Moodle, comme tout le monde, j'ai été chercher pas mal de vidéos et d'animations YouTube pour ne pas réinventer la roue, et parce qu'il y a pas mal de contenus qui existent. Et donc je me suis dit, voilà, allons chercher ce qui se trouve sur Internet en l'utilisant correctement. J'ai retenu aussi ce que Catherine avait présenté pour Hot Potatoes,
potatoes, voilà, que j'ai trouvé très facile d'utilisation, très pratique et très efficace. Et donc ça, j'ai gardé parce qu'effectivement, en quelques clics de souris, ben voilà, on a créé effectivement des exercices de mise en relation, des exercices à trous, des QCM, etc. J'ai parfois intégré des documents Word. J'ai utilisé un peu iSpring Free aussi avec Laurence, mais que je trouvais plus long et plus difficile. Et donc finalement, on a retenu, comme vous, en fait, Captivate, que je trouvais plus captivant, comme le nom l'indique, effectivement, plus efficace, plus parlant et assez facile finalement d'utilisation. Voilà, ça c'est un peu, je dirais, les choses qui nous animaient. Alors j'ai gardé aussi des différents contacts qu'on a eus sur les apprentissages, qu'effectivement on était fort chez nous dans l'apprentissage par imitation d'un modèle au début, en tout cas, et que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres possibles et que finalement, même si c'est sans doute une des plus vieilles façons de transmettre le savoir, c'était pas suffisamment créatif, surtout pas pour ce genre de cours qui se veut être un cours créatif. Et donc on a réfléchi à des exercications qu'on a fait ensemble et au feedback qui me semble important à rendre pour que les personnes, je dirais, acquièrent une certaine autonomie et puissent s'évaluer. On va avoir, j'ai mis en ligne un forum, on va avoir un débat. Alors, est-ce qu'il sera en présentiel, est-ce qu'il sera en ligne? Je ne sais pas encore, mais on va avoir des débats sur certaines parties. On va avoir aussi de l'apprentissage par exploration de ressources où là, les gens feront preuve de plus d'autonomie. Et alors, on avait une longue discussion avec, le nom m'échappe, mais on l'a cité tantôt, le monsieur rwandais, je crois. Enfin, c'est ça. Franklin, voilà, sur l'apprentissage par la création et donc vraiment partir de l'expérience des apprenants en essayant de voir dans leur quotidien finalement de quoi est-ce qu'ils ont besoin concrètement. Et donc on a prévu aussi de faire des exercices qui seront vraiment en allant chercher, je dirais, un panel de ressources et un panel de possibilités plus grandes. Alors, c'est cette partie qui pour moi a été la plus difficile, et donc ça je voulais le dire, l'apprentissage par la création, parce qu'effectivement, comme je le mets ici, il faut savoir lâcher prise et ce n'est pas toujours facile. Il faut savoir se laisser surprendre, et donc il y a un côté inconfortable, je dirais, pour nous qui sommes les apprenants, et les formateurs, et aussi pour les apprenants. Il y a un côté inconfortable dans le sens où effectivement on n'a pas toujours un canevas alors qui est bien défini, mais d'un autre côté j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'effectivement ça a permis de remettre en cause des pratiques et de se rendre compte que parfois on choisissait la facilité parce qu'elle était plus confortable, mais qu'on arrivait à plus de résultats. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'en suis sûr, parce qu'on a préparé des exercices et je sais qu'on va arriver à plus de résultats en essayant de faire partir les gens de là où ils sont et en leur laissant parfois plus de latitude. Et c'est déjà une discussion qu'on avait eue il y a quelques années pour le PMTIC, et là je l'ai testé en PMTIC, et c'est vrai qu'on est parfois surpris, finalement on se limite nous-mêmes, je dirais, à se dire que voilà, ils sont obligés de suivre un canevas, alors qu'en fait non, c'est pas vrai. Ils ont des choses à apporter et à apprendre à tout le monde. Alors, quelques phrases qui ont été citées, donc, je ne sais pas par qui, mais qui ont été citées à un moment donné, l'information qui m'ont intéressé pour ce projet. Donc, penser à activité et non pas uniquement contenu, renvoyer vers des ressources qui existent, et ça, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire pour ne pas tout le temps réinventer la roue. On n'a pas le temps, voilà, c'était cité par différentes personnes, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, on travaille sur différents projets. Que la valeur ajoutée, moi je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais voilà, c'est parlant, du formateur, elle est dans l'accompagnement et pas nécessairement effectivement dans la création permanente de plein de choses. Et donc finalement, moi c'est un peu comme ça que je vis mon rôle en classe, c'est d'essayer d'apprendre à connaître, comme j'ai mis ici, voilà, c'est d'essayer de naître avec les élèves à différentes choses, de faire naître des projets. J'ai retenu aussi que c'était intéressant d'être tuteur et non pas d'envoyer les gens comme ça sans projet, et que donc il fallait bien sûr des activités et des objectifs, et que pour chaque étape de cours, penser à une production, ce que je n'avais pas toujours fait. Donc j'avais des petits exercices, donc c'est un cours que j'ai déjà donné l'année passée mais qui n'était pas en ligne, donc j'avais des petits exercices qui étaient des exercices assez limités, et je me suis dit dans les différentes discussions que nous avons eues, c'est vrai que pour chaque partie qui se termine, il serait intéressant d'avoir un exercice qui est plus récapitulatif et qui va leur permettre alors d'avoir une plus grande autonomie, je dirais. Alors j'ai gardé l'analyse SWOT, en tout cas certaines parties qui m'avaient beaucoup intéressé, en ayant en tête, voilà, pendant le parcours qu'on a eu, quelles étaient nos forces et nos faiblesses. Et donc ça, je voulais en reparler un petit peu quand même, parce que je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Donc en interne, on a la chance d'avoir une grande expérience de cours, puisqu'on est un centre de formation et on a une bonne connaissance du public. Et je dirais que les opportunités externes, et là, grâce au Lab7 ou à d'autres, ce sont les réseaux, parce que finalement, effectivement, à travers les différentes ressources qui sont proposées à gauche, à droite, j'ai pu me sentir soutenu et aller chercher des choses à gauche, à droite. Donc là,
je tiens à vous remercier. Par contre, pour les faiblesses internes, je dirais que j'ai quand même un doute sur, je ne l'ai pas encore testé, mais sur l'apprentissage online par rapport à un public qui est tellement débutant. Donc ce sera une découverte pour moi en janvier, c'est peut-être un doute qui va se dissiper, c'est peut-être pas fondé, mais c'est vrai que je trouve quand même que ça nécessite d'aller chercher comme ça des ressources sur Internet ou de travailler sur Internet autant, ça nécessite quand même déjà pas mal de manipulation finalement. Et donc je ne suis pas toujours certain que le public que nous on a, qui est un public assez non seulement précarisé mais fracturé numériquement comme on dit aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce sera si facile que ça. Et donc je me demande si au préalable au cours, il ne va pas falloir faire une espèce de formation à Moodle ou voilà, ça ce sera à voir en temps voulu. Les faiblesses internes, bon, ben, c'est le temps accordé par l'institution. Bon, moi, j'ai une directrice très cool, donc je peux prendre tout le temps que je veux. Le problème, c'est qu'il y a d'autres projets, donc effectivement, on ne sait pas toujours y consacrer le temps qu'on voudrait. Et puis, ben, c'est vrai qu'il me semble, j'ai mis le soutien des collègues, il me semble que ce genre d'outils doit être effectivement des outils qui sont portés par plusieurs. On a parlé de plateforme, on a parlé d'échanges, on a parlé de soutien via l'AppSet. C'est sûr qu'en interne, je crois que si je veux vraiment développer ce produit, il faudra que d'autres personnes s'intègrent dans le projet. Je ne me vois pas faire des mises à jour des exercices seul s'il n'y a pas d'autres parties qui sont prenantes. Alors pour venir à Moodle, on passera dessus dans 2 petites minutes pour vous montrer un exercice ou l'autre. Donc à quoi ressemble le cours? Bon, ben voilà, en fait j'ai distingué, je dirais, il y a 6 parties, mais je dirais il y a 3 grosses parties, dans lesquelles j'ai intégré donc des théories et des exemples de plein de choses. Une première partie qui est fort théorique et qui ne prend pas beaucoup de temps chez nous, qui est une partie en fait qui est plus vécue comme un moyen d'aller chercher des ressources. Donc cette partie théorique, en fait, certaines choses vont se faire en classe, d'autres choses seront facultatives et pourront se faire, je dirais, à la maison. Par exemple, les vidéos, ben, moi je les imagine comme quelque chose en plus. Ils auront effectivement des explications et des exercices. Maintenant, libre à eux d'aller chercher du contenu que j'ai référencé dans Moodle et qui n'est pas de moi. Alors la partie théorique sera considérée aussi, je disais, comme un ensemble de ressources, dans le sens où on va pouvoir aller y puiser régulièrement. Et donc, quand on fera des exercices, si à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas été comprises, ça m'évitera de devoir répéter 10 fois la même chose et je vais pouvoir, et ça pour moi ce sera un avantage, je vais pouvoir maintenant renvoyer en disant, oui, voilà, cette partie on l'a vue, tu as des exemples, tu as des exercices, tu as des explications vidéo, des animations YouTube, etc. Tu peux aller t'y référer quand tu le souhaites, chez toi, le soir, et on pourra éventuellement en reparler le lendemain en classe. Voilà. La seconde partie du cours, je vous montrerai aussi un tout petit exemple après, où là, on va être beaucoup plus, donc la première partie est théorique, la deuxième partie est beaucoup plus dans des exercices. Bon, je commence quelques heures en ouvrant Paint avant d'arriver dans Photoshop ou GIMP. Je commence par ouvrir Paint pour qu'en fait les gens comprennent ce que c'est un logiciel de photo. Donc j'ouvre des trucs style Paint, Paint.net, Picasa, etc., qui sont des logiciels assez faciles. Et à partir de là, je peux leur montrer c'est quoi une palette d'outils, c'est quoi tel outil dont on entend souvent parler, le pinceau, le crayon, etc. Bon, voilà, donc je commence par un outil basique. Mais il y a beaucoup d'exercices pour qu'ils se familiarisent, je dirais, avec les techniques de retouche dès le départ et avec des choses assez simples avant d'arriver sur des choses plus complexes. Alors, dans cette partie ici, il n'y a pas de théorie ou presque pas de théorie, donc il n'y a pas beaucoup de contenu en termes de texte ou de Word ou etc. Il y a quelques textes explicatifs, quelques photos, exemples, quelques vidéos de démonstration. On est surtout dans les exercices et donc là je reprends alors ce qu'on avait fait avec Catherine, donc des mises en relation, des textes à trous. J'ai quelques exemples effectivement d'iSpring Free et surtout Captivate. Moi je trouve ça assez facile. J'ai expliqué en fait certains exercices en m'adressant au micro et comme ça ceux qui veulent faire des choses complémentaires peuvent avoir alors des possibilités à ce niveau-là. Quelques petites réflexions pour finir. Donc chez nous, en fait, on n'utilise que des logiciels libres parce que les personnes qui viennent dans notre centre n'ont pas les moyens d'acheter la suite Adobe. D'ailleurs, les formateurs non plus, mais bon, voilà. Mais en tout cas, donc, on travaille avec des logiciels libres. Alors, c'est quand même une difficulté parce qu'il y a des choses qui prennent beaucoup de temps et qui sont parfois, je trouve, il ne faut pas se voiler la face, qui sont parfois moins efficaces. Et donc, effectivement, il est clair qu'on en a quand même un peu pour son argent. Et donc moi je me pose quand même la question par rapport à Moodle, et je l'ai dit, et je ne veux pas tirer sur un outil plus qu'un autre, mais c'est vrai que j'ai trouvé personnellement que ce n'était pas très pratique comme outil. J'ai trouvé que Hot Potato c'était très pratique, j'ai trouvé Captivate très pratique, très facile à utiliser, etc. J'ai trouvé Moodle assez lourd à mettre en place, et donc je me dis maintenant qu'effectivement les choses sont mises en place, peut-être que ça va, je dirais, être beaucoup plus simple, parce que les personnes qui vont venir consulter, pour elles il n'y a pas grand-chose à faire, il suffit de cliquer, mais moi qui ai dû poster des contenus,
j'ai trouvé quand même que c'était une interface qui n'était pas très simple. Je ne connais pas d'alternative payante, mais je serais curieux quand même de me renseigner avant de vraiment me lancer dans ce cours-là et à terme peut-être d'autres cours, voir ce qui est possible de faire par ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, passionnant et compliqué, en tout cas pour moi, j'ai trouvé, c'était de faire en permanence la synthèse entre les apports théoriques du Lab 7 qui permettent de réfléchir à ces pratiques et qui sont passionnantes, et en même temps la réalité très pragmatique de mes classes, qui sont des femmes dont, je disais, certains ont des problèmes d'alcool, certains ont des problèmes de logement, certains, etc. Et donc, c'est très intéressant pour nous de venir faire une réflexion, je dirais, sur nos pratiques et sur comment intégrer de nouveaux outils. Et en même temps, quand je suis en classe, parfois, j'ai un peu du mal à trouver la connexion. Et donc, je pense que c'est dans la pratique que je vais me rendre compte qu'effectivement, avec le recul, que telle analyse ou que tel exercice ou que telle réflexion va m'aider. Et ce sera peut-être l'occasion d'avoir de nouveaux échanges. Et alors dire aussi que la production des cours, je l'avais dit au départ, mais se fait beaucoup en temps réel, dans une espèce d'évaluation permanente. Et donc, c'est aussi assez compliqué, comme je disais en entrée de jeu, c'est assez compliqué de déjà maintenant se dire, voilà, j'ai fait tout un cours et j'arrive au bout. Parce que je pense qu'en travaillant avec les élèves, je vais être amené à changer des choses et je suis certain qu'il y a des exercices qui fonctionneront et d'autres pas. Alors, pour repartir un peu des questions qu'Estelle avait envoyées, quand est-ce que j'espère terminer ce travail ? Je dirais que dans l'état actuel, en fait, moi je suis content de ce que j'ai fait et je ne vais plus travailler avant le début du cours, parce que je trouve que ça ne sert à rien d'aller mettre des tas de ressources et des tas de choses tant qu'on ne les a pas testées. Donc, je dirais qu'il sera opérationnel quand j'aurai terminé le cours concrètement avec les élèves. Donc, il va se commencer en janvier, en février. Fin février, j'aurai rajouté, en fonction de ce qui s'est fait en classe, toute une série de choses. Donc, je vais le tester effectivement avec une classe de 14 personnes. Est-ce que je vais le partager ? C'est le souhait, en tout cas, c'est de faire bénéficier les centres qui sont autour de chez nous de ce cours-là et éventuellement, moi, je puisse bénéficier d'autres choses. Est-ce qu'on va aller plus loin, proposer à son institution d'autres choses, et éventuellement ce savoir-faire? Alors ça, c'est aussi un souhait. J'aimerais beaucoup que ce soit dans mon institution ou dans les institutions partenaires, oui, effectivement, pouvoir présenter ce projet et en reparler, et peut-être que d'autres personnes pourront embrayer pour faire effectivement leur cours et que ça deviendrait une vraie plateforme interne. Ce serait intéressant, je pense. Alors, le ressenti par rapport à l'accompagnement format 10, je n'ai pas repris tous les points, mais j'ai retenu 3 choses. Donc, les nouveaux outils me semblent en tout cas intéressants. Moi, c'est pour ça que je venais, c'était pour découvrir, je dirais, je m'attendais plus à des découvertes techniques qu'aux réflexions plus théoriques, mais elles m'ont beaucoup intéressé, donc je ne critique pas du tout négativement, ça m'a beaucoup intéressé, mais je ne savais pas que c'était ça. Je pensais qu'on était plus dans une découverte d'outils, et c'est vrai que c'est une partie qui m'a beaucoup plu, notamment quand on a eu des ateliers pratiques. Le travail mis en place avec les accompagnateurs, les notions pédagogiques, etc., je l'ai dit tout à l'heure, ce que je trouve intéressant, c'est la remise en cause de ces pratiques et c'est de pouvoir toujours évoluer et changer. Donc oui, tout ça, ça m'a pas mal apporté. La disponibilité de leur part, je me rends bien compte, pas toujours de la mienne. Mais bon, là, c'est la même question que ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que le tout, c'est d'accorder les agendas. Ça ne s'est pas toujours fait, mais ce n'est pas grave, parce que voilà, maintenant que l'impulsion est là, je pense que par mail, peut-être, s'il y a des choses qui sont encore questionnantes, on s'en parlera, quoi. Ça va ? Voilà, alors je vais peut-être, et puis j'écouterai vos questions, mais je vais peut-être vous montrer d'abord à quoi ressemble notre outil. Donc, alors, hop. Voilà, alors ce n'est normalement pas du tout aussi étroit, c'est parce qu'on est connecté au projecteur et que ça réduit l'écran, mais normalement ça prend plus de place. Voilà, donc pour vous remontrer, voilà, il y aura à terme 6 parties, je pense, 6 chapitres. La dernière est complètement en chantier et je ne sais pas encore dans quelle mesure elle sera en ligne cette année, mais en tout cas les 5 premières seront en ligne. La toute première partie est la partie donc, que je disais théorique, je vais vous montrer un exemple. Si je prends une des choses, par exemple, voilà, définition, résolution, pixel. Qu'est-ce que la définition, la résolution et un pixel? Il y a quelques textes qui seront, je dirais, peu vus en classe. Moi, je vais citer quelque chose. Mais j'ai surtout alors mis quelques exercices. Voilà. J'ai mis quelques exercices donc, que j'avais fait avec Code Potatoes, que je n'arrive décidément pas à dire. Voilà, qu'on va pouvoir travailler avec les élèves. J'en ai fait une dizaine. Je fais quelques textes à trous aussi. Je trouvais ça assez pratique pour les parties théoriques, de faire finalement une espèce d'évaluation à un certain moment sur ce qui a été vraiment retenu. Et puis, moi j'ai bien aimé, puisqu'il y a beaucoup de ressources, proposer en plus, c'est ce que je disais, donc là je vais vous montrer, voilà. Donc proposer, donc ce n'est pas de moi, mais proposer des ressources qui existent et leur proposer d'aller voir après les cours, par exemple.
Je vous montre 30 secondes. Hein. Avant Jésus-Christ, le citoyen romain dessinait sa voisine avec des petits cailloux. Les images en cailloux, ça s'appelait en latin de la rue des mosaïques. On dit maintenant mosaïque. Par la suite, pour faire plus joli, à la place des cailloux, les Romains ont fabriqué des petits corps en terre cuite, bien carrés, émaillés. On appelait ça du pixellus. C'est un mot qui venait du celte, pixel. On pouvait bien les aligner, les pixellus, par rangée, par colonne. Avec le progrès, il y avait tellement de couleurs possibles qu'il a fallu numéroter les pixels pour ne pas les paumer, pour les trier, pour les distribuer. Voilà, etc., etc., etc. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est exactement tout à fait ce que moi je dois expliquer dans mon cours, et c'est expliqué de manière terriblement simple, et c'est ce que moi je cherche. Et donc, bien sûr que je n'ai pas le temps de tout le temps répondre des ressources, et donc quand je trouve des choses, je vais chercher ce qui existe. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui existent qui sont vraiment passionnantes, donc moi j'ai proposé de les mettre en ligne. Alors ça, ce sont les parties théoriques dans lesquelles il y a quelques exercices et pas mal de démonstrations vidéo. Et puis il y a les parties beaucoup plus pratiques, et donc je voulais plutôt vous montrer ça, puisque la partie théorique va durer, je dirais, en classe peut-être 1 heure. Hein. Le reste du temps, ils pourront aller par eux-mêmes chercher des choses quand je les enverrai. Ce qu'on va surtout faire, c'est travailler ensemble, et donc voilà, un peu au hasard, il y en a un peu partout. Si je prends les outils de sélection, bon, il y a bien sûr une explication en 2 mots de ce que c'est un outil de sélection dans Paint. Allô, allô, oui, voilà. Et puis surtout, il y a toute une série de possibilités. Au départ avec iSpring Free, après avec Captivate, mais il y a toute une série de possibilités. Je pense que je ne ferai pas tout, parce que je n'aurai pas le temps de tout faire, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que les gens pourront en refaire chez eux. Donc je vous en montre un, comment utiliser les outils de sélection, un exemple avec l'outil Sélection main libre. Voilà, nous allons utiliser le programme Paint pour enlever une montagne sur une image. Et donc, simplement en cliquant, on a un pas à pas qui est assez simple. Et donc là, on est dans ce cas-ci, non pas encore dans les exercices de synthèse où on va faire de la production, où on fera de la production et de l'autonomie. Là, on est plutôt au tout début de la formation où on est simplement dans la reproduction pour l'instant. C'est-à-dire, voilà, il faut détourer une montagne, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc là, j'ai vraiment un pas à pas. Ça va ? Alors, quand on a acquis un petit peu plus d'autonomie, j'ai mis, et je vous en montrerai aussi, j'ai mis alors ici un petit exemple de Captivate. Voilà. On n'entend pas grand-chose apparemment ici. Mais donc, vous connaissez le principe. Donc ici, on est alors non plus tout à fait dans un pas à pas. Le premier, j'ai vraiment décortiqué comment aller chercher une image, comment aller sur Google, etc. Ici, on est dans un exercice qui est un petit peu plus global, mais je reste encore ici à accompagner les élèves et à leur montrer au départ. Alors, dans une 3e partie, on aura des exercices qui seront des exercices de synthèse, où là, il va y avoir des productions, notamment la production d'une retouche, où là, je ne peux pas vous en montrer parce que je n'ai pas encore fait avec eux, donc ça, on va faire ensemble, mais j'ai réfléchi à toute une série de productions qui vont être des productions qui vont devoir me réenvoyer par mail et que je vais pouvoir comme ça consulter, qui pourront même peut-être faire chez eux, qui renvoient alors de chez eux le soir pour ceux qui veulent, et je jeterai un œil pour voir si c'est correct ou pas. Voilà en gros. Donc l'idée, un peu de théorie, beaucoup d'exercices, essayer d'arriver à de l'autonomie, et je pense que ce cours devrait être opérationnel une fois que je l'aurai expérimenté une première fois, c'est-à-dire en gros fin janvier. Je pense qu'il pourra être exploité par d'autres, me semble-t-il. Voilà, en gros, si vous avez des questions.